La troisième série de négociations de paix syro-syrienne s'est ouverte le mardi 14 mars à Astana, au Kazakhstan. Quel premier constat tirez-vous de ces négociations? Vous savez, à première vue, on croirait que ces négociations n'ont pas été efficaces et qu'elles ont peut-être échoué, mais on se rend compte que c'est plutôt le cas, qu'elles ont réalisé quelques objectifs justement qui avaient été précisés auparavant. Dont l'un de ces objectifs, c'est que finalement, l'équipe des rebelles syriens, finalement, ils ont admis qu'il fallait qu'ils participent à ces négociations. Vous savez que les premiers jours du dernier round d'Astana, les représentants des rebelles ont affiché une certaine réserve en arguant quelques causes qui ne sont pas très persuasives, mais finalement ils ont finalement dépêché une équipe qui est venue et justement il y a eu des discussions qui ont été entamées avec la participation des parrains turcs, russes et iraniens en particulier justement sur l'identification des groupes terroristes et la démarcation justement entre ceux qui sont des groupes rebelles et ceux qui sont des groupes terroristes. Donc il y a le deuxième signe que ces négociations sont efficaces et qu'elles se poursuivent. Nous savons qu'il y aura une rencontre le 18 et le 19 à Téhéran, pas entre les Syriens mais entre les parrains. Les trois parrains turcs, ça y est, c'est adjugé. On sait très bien que les parties garantes de ces négociations et du cessez-le-feu sur le terrain sont aussi bien les Russes, les Turcs et les Iraniens. Donc c'est adjugé qu'il y aura donc entre eux une rencontre prochainement, dans quelques jours à Téhéran, et que le prochain round aura lieu aussi le mois de mai prochain. Donc, on est dans la continuité, on est dans la poursuite de ces négociations, et donc c'est la preuve qu'elles sont en train de réaliser quelques objectifs essentiels pour entériner le cessez-le-feu en Syrie. Le porte-parole des opposants anti-Assad, Oussama Abou Zeid, a démissionné et n'a pas participé à ces négociations. Comment analysez-vous cette absence? Ce qui s'est passé justement, c'est que M. Oussama Abou Zeid, il a annoncé sa démission, et en même temps, il avait dit auparavant qu'il n'est pas question que l'opposition syrienne, entre guillemets, ça fait pas toute l'opposition, cette partie de l'opposition syrienne, il n'était pas question qu'elle participe à ce round, et il a démissionné, et directement après, il y a une équipe, on dit que c'est une équipe technique qui a été dépêchée le mercredi soir. Donc on comprend que cette démission, c'est une sorte parce que ce qui s'est passé par la suite, c'est tout à fait le contraire de ce qu'il avait prôné quand il avait dit qu'il n'y aura pas de participation. Donc c'est pour justifier un peu en quelque sorte le non-fondement de ces dires. Et moi je pense en même temps qu'il y a eu en quelque sorte, on a tout, dès le début, M. Jarkali, le représentant de la Syrie, il a été très clair, il a très bien compris que c'est la Turquie qui est derrière justement ces réserves de la part de cette délégation. Et on peut très bien comprendre que c'est en quelque sorte lié à la dernière rencontre qui a eu lieu entre le président turc, lorsqu'il s'est rendu justement à Moscou pour rencontrer le président Poutine. On ne sait pas très bien ce qui en a découlé de cette rencontre, mais on peut deviner justement, parce que Astana est directement arrivé après, on peut deviner donc que la Turquie voulait afficher, elle voulait répliquer justement à quelque chose qui s'est passé lors de la rencontre de Moscou. Et il y a eu donc cette non-participation au début, mais finalement qui a été suspendue aussi. En ce qui concerne les derniers changements de cap de la Turquie au Moyen-Orient, peut-on faire confiance aux prises de position d'Ankara? Bien sûr qu'on peut faire confiance, d'autant que le président
Le président, on a l'impression que le président turc il entretient un double langage, mais ce qui est clair justement concernant la politique turque en Syrie, ce qui se passe actuellement sur le terrain. Vous savez, il y a leur offensive en Syrie avec les rebelles syriens qui leur sont alliés, qui sont actuellement bloqués à Al-Bab. D'accord ? Il y a le blocage turc dans la ville d'Al-Bab, alors que Erdogan il avait pour objectif de continuer jusqu'à la ville de Manbij, qui est occupée par les milices kurdes qui sont soutenues par les États-Unis. Je pense, enfin, c'est une spéculation de ma part, mais c'est comme ça que j'analyse. Je pense que lors de la rencontre de M. Erdogan avec M. Poutine, le premier a demandé au deuxième de prendre position pour que les forces turques et leurs alliés poursuivent jusqu'à Manbij et ensuite jusqu'à participer à la bataille de Raqqa. Et j'ai l'impression que le président Poutine n'a pas donné son feu vert. Alors, vous savez, les Turcs, ils craignent par-dessus tout, ils craignent un certain projet kurde syrien dans le nord de la Syrie qui puisse bien sûr avoir un impact sur le projet kurde turc. Le Washington Post a fait état dans son édition du 15 mars d'un éventuel déploiement de moins 1000 militaires américains supplémentaires en Syrie avant le début de l'opération de libération de la ville syrienne de Raqqa. Dans quel contexte placez-vous cette décision ? Moi, je pense que les Américains, ils voudraient avoir un pied-à-terre en Syrie, ça c'est sûr. Ils n'ont rien jusqu'à présent. Dans toutes les régions syriennes, les Américains, ils n'ont rien. Ils cherchent à avoir un pied-à-terre en Syrie à travers la carte kurde et à travers surtout la bataille de Raqqa. Moi, je pense que c'est ça, et c'est pour ça que je pense que c'est sérieux de la part des Américains. Vous savez, il y a le rôle des forces turques, il y a le rôle des forces russes qui sont présentes en Syrie, il y a des forces iraniennes aussi qui sont présentes en Syrie, et il y a seulement les Américains donc qui veulent avoir aussi leur part du grand gâteau syrien, et c'est à travers la bataille de Raqqa. La défaite de Daesh, du front al-Nusra en Syrie, on sait très bien que les Israéliens, ils ont misé justement sur ces groupes terroristes pour affaiblir la résistance, l'axe de la résistance dans la région. On le sait très bien. Et comme donc ce projet-là, il a échoué, il échoue jusqu'à présent. Donc oui, il y a des inquiétudes qui sont tout à fait justifiées. Le Premier ministre israélien a bien raison de craindre justement parce que l'axe de la résistance, il tient bon et il réalise de bons exploits et il améliore son expertise militaire, ce qui devrait faire paniquer les responsables israéliens, politiques et militaires et sécuritaires en même temps. Et pour en finir, comment voyez-vous la perspective des évolutions en Syrie ? Je pense, moi, que cette année-là, la 2017, elle sera une année décisive. Une année décisive. Il y a, là, bientôt, c'est la bataille de Raqqa qui est essentielle. Mais il s'en suivra une bataille aussi importante, c'est celle de Deir ez-Zor. Parce que c'est cette région, surtout la région de Deir ez-Zor, qui se trouve à cheval entre la Syrie et l'Irak. Et on sait très bien que les Américains, ils voudraient prendre le contrôle de cette région. Les Turcs, bien entendu, ils ont leur carte, justement, aussi bien sur la scène irakienne que sur la scène syrienne. Ils prennent à leur avantage les certaines tribus des deux côtés. On a vu qu'il y a eu des rencontres de part et d'autre, justement, pour former une certaine armée irakienne, une certaine armée aussi syrienne. Et cette année, elle sera très décisive, surtout dans cette région de Deir ez-Zor et Raqqa, entre l'Irak et la Syrie.